Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité renouvelée aux médias du groupe de presse Le Matinal. C'est l'heure de votre émission sociopolitique Carte sur table. Les pourparlers gouvernement central et confédération syndicale ont repris vendredi dernier après plusieurs semaines de suspension. Après 4 mois de paralysie des secteurs de la santé, de la justice et de l'éducation nationale, tous les travailleurs ont repris. Eh bien, quelles sont les vraies raisons de la crise en milieu éducatif et quelle est la stratégie durable pour la sortie de la crise? L'invité de ce numéro de Carte sur table, M. Simon Edou, tentera de répondre à ces différentes interrogations. Eh bien, acteur de la société civile, président de l'organisation non gouvernementale Ensemble pour le développement de l'Afrique, M. Edou nous dira également la place qu'occupe la société civile dans la gouvernance du président Patrice Talon. Et bien évidemment, plusieurs autres sujets d'actualité seront également abordés au cours de cette émission. M. Simon Edou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Eh bien, je rappelle que cette émission Carte sur table est également écoutée dans la partie septentrionale de notre pays grâce à Urban FM de Parakou en synchronisation. Elle est regardée également sur Océan Télévision Web grâce à la caméra de Semiat Yessoufou et elle est suivie dans les 4 coins du monde entier. Eh bien, grâce à l'application Océan FM 42.6 téléchargée sur Play Store. Sachez qu'à partir de 10h05, vous aurez donc les 2 lignes téléphoniques pour intervenir dans cette émission. Le 65 0024 24, le 21 33 84 19 pour votre contribution bien sûr à cette émission. Nous sommes dimanche 13 mai de l'année 2018. Merci de nous rester fidèles une fois encore. Bienvenue à ce 18e numéro de l'année 2018 de l'émission Carte sur table. Monsieur Simon Edou, rebonjour et merci surtout d'avoir accepté de venir partager quelques moments avec nous ici en studio. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, monsieur Edou, présentez-nous très brièvement votre structure Ensemble pour le développement de l'Afrique. Merci monsieur le journaliste. D'abord, je remercie votre radio pour tout ce qu'elle fait pour la population boudinoise et au-delà. Donc, vous êtes suivis partout et nous suivons également les débats. Nous savons que vous vous battez pour le développement de notre pays. Merci. Et nous vous remercions pour ça. Maintenant, pour revenir sur la description de notre organisation, oui. L'ONG EDA, Ensemble pour le développement de l'Afrique, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une organisation non gouvernementale bien sûr, qui fonctionne sur 4 branches, c'est-à-dire 4 départements. Oui. Nous avons le volet éducation, oui. Nous avons le volet protection de l'environnement, nous avons le volet gouvernance locale et nous avons enfin le volet développement local, développement personnel. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne l'éducation, oui. Donc, qu'est-ce que nous faisons à ce niveau? Vous savez, aujourd'hui, nos jeunes, surtout dans les villages reculés, ont des difficultés même pour s'acheter des petites fournitures. C'est ça. Donc, il faut les venir en aide. Et surtout, les brillants, ceux qui travaillent, les excellents. Donc, il faut quand même assurer les fournitures qu'ils doivent avoir au cours d'une année scolaire. Donc nous intervenons à ce niveau. Nous intervenons également, vous devez savoir que les filles aujourd'hui, c'est les 2, filles, garçons, mais nous avons choisi le volet filles. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est que on a constaté que les filles aiment les séries littéraires. Donc ils ne s'intéressent plus aux séries scientifiques. Donc ce qui veut dire que si on ne prend garde, d'ici 10 ans, 15 ans, donc on n'aura plus de mathématiciens, on n'a plus de physiciens, même les docteurs en médecine, on n'en aura plus. C'est ça. Alors, nous nous sommes dit, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par orienter, dès la classe de 4e déjà, ces filles-là, c'est-à-dire au niveau des collèges d'enseignement
générale, bien sûr. On va recenser ces filles que nous allons essayer d'orienter, de sensibiliser, en trouvant des répétiteurs pour les accompagner, pour que dès la classe de seconde, elles puissent commencer par les séries scientifiques. Donc, c'est les travaux de l'ONG en matière de l'éducation. Toujours en matière de l'éducation, nous faisons des formations. Vous savez, il y a des élèves après la classe de 3e ou bien de terminale ou quoi, ils n'arrivent plus à continuer. Donc, il faut former ces jeunes-là. Donc, nous les formons, même ceux qui ont le bac qui n'arrivent pas à continuer. Donc, nous les formons au métier porteur d'avenir. Comme quoi, les réseaux informatiques, où ils deviennent des webmasters, des techniciens réseau, intégrateurs système, des administrateurs solutions. Donc, également au niveau des réseaux télécoms, où nous intervenons pour qu'ils puissent faire donc, les câblages de la téléphonie et la voix par IP, c'est-à-dire la téléphonie par Internet. Donc, en faisant ces configurations-là. Nous intervenons également dans le cadre de ces formations pour qu'ils puissent faire également l'électricité et l'électronique. Donc, c'est ce qui concerne le volet éducation. Maintenant, quand je prends le volet protection de l'environnement, nous sommes en train de préparer la population, sensibiliser la population par rapport aux effets, sinon l'impact des ondes électromagnétiques des opérateurs GSM et puis de la téléphonie mobile sur la santé de la population. Donc, vous voyez... Sur ce plan, beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Non, les gens de la téléphonie, il y a eu beaucoup de dégâts ces derniers jours. Il faut effectivement sensibiliser la population. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous avez commencé à le faire ou bien c'est programmé? Non, nous sommes en train de préparer des programmes pour aller vers les populations, pour leur dire, et aller également vers ces opérateurs GSM, parce que nous avons des dispositifs qui vont permettre quand même de diminuer, c'est-à-dire ces ondes-là, ces fréquences au niveau qui agissent sur le corps de l'être humain. Donc, nous sommes en train d'avoir de ces dispositifs-là, que peut-être dans les prochaines fois, on pourra peut-être en parler. Donc, nous sommes en train également... et ça, là, on est en train de démarrer ça à Cotonou, où nous sommes en train de sillonner les gargotes, c'est-à-dire les maquis et restaurants de la place. Qu'est-ce qu'ils font quand ils lavent les choses, tout ça là, ils déversent les eaux usées là dans la nature ou bien dans les caniveaux d'évacuation d'eau des eaux pluviales. Donc, ces résidus solides qui sont dedans font que les caniveaux sont souvent bouchés. Donc, il faut sensibiliser ces populations-là et nous sommes en train de prévoir des dispositifs, comment dirais-je, des tanks qu'il faut placer au niveau de chaque maquis ou bien gargote pour que nous puissions récupérer ces eaux-là et les traiter pour les réutiliser après. C'est-à-dire au niveau des jardiniers ou bien ceux qui font les aquaculture. Donc, nous avons un volet également, et nous avons également au niveau de la protection de l'environnement, le nettoyage également de ces caniveaux-là, et le nettoyage des berges lagunaires. Quand vous allez au niveau de la plage et autres, vous voyez ce qui se passe. Tout les à gens fait, qui vont, donc, c'est un peu... Donc, nous sommes dit, pourquoi ne pas sensibiliser ces populations-là, ainsi de suite. Donc, le volet... les changements climatiques, nous sommes en train de concevoir un projet, on en reviendra. Maintenant, quant à ce qui concerne le troisième volet qui parle de la gouvernance locale, nous sommes en train de d'abord sensibiliser la population et on sensibilise également les acteurs chargés, surtout ceux qui se chargent des collectes de tasses au niveau des marchés ou l'occupation des domaines publics au niveau des communes. Les populations doivent forcément payer les tasses. Il faut payer les tasses. Maintenant, mais il faut que ces tasses-là, quand ça se paye, il faut que ça aille dans les caisses. C'est ça. Donc, ces populations-là, nous les informons quand les agents viennent, quelles sont les attitudes qu'il faut adopter, quels sont les comportements qu'il faut. Ce n'est pas
ils ne sont pas envoyés d'eux-mêmes, donc il faut quand même de la courtoisie, il faut quand même les respecter. C'est l'État qui les envoie, donc on doit les respecter. Maintenant, en ce qui concerne les acteurs même qui font ces collectes-là, il y a beaucoup d'insuffisances, il y a beaucoup de lacunes. Au niveau de la délivrance de ces quittances ou tickets-là, où il y a les gens parallèlement, il y a des tickets parallèles. Il y a beaucoup parallèles. de parallèles, parce que je sais de quoi je parle. J'ai été chef brigade de recouvrement et de poursuite au niveau de la ville de Cotonou pendant plus de 5 ans. Donc, je sais comment ça se passe. J'ai écrit beaucoup, j'ai dénoncé beaucoup, mais tu sais, la politique prend souvent le dessus et on est là. Donc, il faut maintenant former ces agents-là qu'on envoie sur le terrain pour qu'ils puissent savoir, c'est-à-dire les dangers, les risques qu'ils courent quand ils se mettent, par exemple, à utiliser les timbres parallèles, les tickets parallèles, par exemple. Donc, il faut... C'est un macagaï. Oui, c'est une grande... C'est évalué à des millions, des centaines de millions. Oui, c'est à des millions, des centaines de millions de francs. Quand il prend la ville de Cotonou, on ne peut pas, on n'en parle pas. C'est trop. Donc, parce qu'on n'est pas là pour ça, donc il faut que nous essayons d'apporter notre contribution en essayant de recycler ces personnes-là. Donc, le dernier volet qui parle du développement personnel, vous savez, il y a plein de gens dans les services qui sont victimes, je crois, de stress, je dirais des émotions destructives et qui les emballent. Et ils sont en colère, et ils ont peur, ils sont frustrés parce qu'ils ont subi la terreur de leurs collaborateurs ou de leurs patrons. Donc, ce qui fait qu'ils ne sont plus productifs. Donc, il faut permettre à ceux-là de voir la vie d'un autre côté. Donc, d'être plus positif, d'être motivé à chaque fois. On leur permet d'avoir des déclencheurs. Et ces déclencheurs-là vont leur permettre, chaque fois quand tu te réveilles et tu fais ces déclencheurs-là, là, ça te permettra quand même d'être dans la joie, d'être plus productif dans les services. Donc, on essaie d'apporter notre contribution à toutes ces personnes-là. Donc, c'est ce qui concerne la brève description de votre organisation. Tout à fait. Alors, M. Simon Idou, j'allais vous demander où vous trouvez les moyens, parce que tout ce que vous avez cité là, c'est énorme. C'est un peu comme si c'est l'État qui fait le travail, mais justement, vous trouvez l'argent où concrètement, dites-le nous. C'est vraiment difficile et nous souffrons. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je suis là aussi. Oui, parce que... Un peu pour vous accompagner aussi. Pour nous accompagner. C'est notre devoir aussi, donc quand c'est bon... Ça ne va pas, et c'est à nos propres moyens. Et j'ai la chance d'avoir une équipe dynamique qui, quand quelqu'un trouve 50 000, il peut envoyer 10 000. Et on essaie de cotiser. Et les petits marchés que nous gagnons, on essaie de mettre de l'argent. On n'a pas eu quand même le soutien de l'État, parce que tout ce que vous avez cité, quand même, c'est pour accompagner quand même les actions. On est en train d'écrire, par exemple, pour ce qui concerne le recensement des filles, on avait écrit au ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. On n'avait pas eu de suite. Depuis quand? Depuis à peu près quand? L'année passée. Donc avant, c'est l'ancien ministre. Bon, maintenant, ce qui nous a enchanté, c'est la prompte réaction du nouveau ministre, M. Kakoma-Ognon. Nous lui avons adressé un courrier, une correspondance, je crois, le vendredi surpassé. Et dès lundi, on nous appelle pour faire un rendez-vous et ils nous ont reçus le mardi. Sincèrement, c'était du jamais vu. Et on était ravis. Et par rapport à nos projets, ils nous ont produit beaucoup de conseils et nous les remercions en passant par ce canal pour leur dire merci pour ce qu'ils ont fait. Donc nous n'avons pas de soutien de l'État encore, mais nous savons que l'État va le faire. C'est ça, avec la rupture, ça va se passer. Donc ça va se passer parce que nous sommes conscients et nous avons la foi. C'est ça. D'accord. Alors, donc, on peut pousser un ouf de soulagement, puisque les centrales et confédérations et syndicales ont annoncé donc la fin de la grève, puisque vous intervenez également dans le secteur de l'éducation. Alors, le gouvernement et les responsables syndicaux donc, ont repris les pourparlers vendredi dernier, après 4 mois de paralysie des secteurs de la santé, de l'éducation et bien sûr de la justice. Alors, déjà, vous êtes soulagé un peu, content de tout ce qui s'est passé vendredi dernier, surtout avec cette rencontre? Merci beaucoup, monsieur le général. Non, le problème, c'est les gens peut-être ne le perçoivent pas de la même manière que nous autres, ensemble pour le développement de l'Afrique, nous le percevons. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que quand ça perdurait, on ne savait pas ce qu'il faut faire. Nous nous sommes réunis
Et on s'est dit, mais quelle solution apporter à cette situation vraiment embarrassante? Donc, nous avons été reçus par la confédération syndicale la plus représentative. Ouais. Je veux parler de la CCB, de M. Kapamampo, qui nous a reçus avec son agente et ils nous ont accordé plus de 2h30 d'horloge. Et ils nous ont expliqué de fond en comble le pourquoi ça continue. Et nous avons également, d'ailleurs je passe par ici pour leur dire merci. Nous n'avons pas pu rencontrer COSI qui nous avait appelé pour faire un autre rendez-vous, mais finalement ça n'a pas marché. Mais c'est à partir de la rencontre que nous avons eue avec M. Kassamampo, c'est-à-dire on était allé là-bas en tant que parents d'élèves, pas en tant que l'ONG d'abord, pour nous enquérir de ce qui se passe réellement. Donc, c'est après que nous avons suivi, c'est-à-dire de leur débat, des propos du ministre d'État, M. Abdoulaye Biotane, pour nous rendre compte que vraiment, il s'agissait effectivement de moyens financiers. Alors là, on s'est réunis au sein de notre organisation pour dire quelles solutions nous pouvons apporter, quelles propositions. Nous avons effectivement compris un peu, mais ce que les autres nous ont dit, est-ce que c'est ça qui est le réel, la réelle situation qui a fait perdurer les crises? Nous ne savons pas, mais nous nous sommes dit, il faut quand même qu'on essaye d'apporter un plus. Et c'est à partir de ce moment-là, nous nous sommes dit, mais dans ce pays, le Bénin, nous sommes déjà près de 11 millions. Oui. On s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas se sacrifier et demander par exemple à l'État d'instaurer, à dire, la collecte d'un impôt de solidarité nationale. C'est ça. Où chacun va souscrire de 10 000 francs seulement. Mais ce n'est pas seulement quand c'est de 10 000. Quand vous avez 1 milliard, vous déposez. Quand vous avez 100 millions, vous déposez. Quand vous avez 100 000, si on dit 10 000, c'est que si vous qui êtes là maintenant, vous donnez 10 000 et 100 000, c'est que vous avez déjà subventionné pour 9 personnes en plus de vous, ça fait 10. Quelqu'un donne 100 millions, vous voyez combien ça fait. Donc, pour qu'en quelques temps, qu'on puisse être en mesure d'avoir plus de 100 milliards pour permettre à l'État de faire face à ces crises, de constituer un fonds, à dire, ça c'est une base pour que ces crises ne se répètent plus. Parce que ce n'est pas autant de talents seulement qu'on voit ça. Ça dit, ça a été toujours comme ça. Le gouvernement précédent aussi. Mais on a vu des gens passer à la télé, des gens passent sur des médias, mais on n'a pas vu des propositions concrètes. Mais donc vous proposez donc une caisse de solidarité. Oui, parce que on dit on n'est pas heureux seulement, je ne sais pas. Ce n'est pas qu'il faut avoir 1 milliard avant de déposer quelque chose. Nous, on ne trouve pas assez d'argent, mais pourtant, on essaye de cotiser pour régler les problèmes des autres. Nous assistons des élèves, des écoliers, plus de 300, 400 que nous faisons en leur donnant des fournitures. Donc, chacun peut se sacrifier. Sinon, si je prends un parent d'élève qui a, je dirais, déjà dépensé pour son enfant près de 100 000 francs, et que l'année s'en va être une année blanche, et qu'on lui demande de faire un sacrifice de 10 000, je ne crois pas qu'il puisse refuser. Il va accepter, parce que ne serait-ce que pour sauver l'année. Mais est-ce que c'est sauver seulement qui est la chose? Chaque fois on dit, bon, on a sauvé l'année. Et là, nous faisons quoi? L'éducation, là, c'est une éducation bâclée. Et c'est des tas que nous sommes en train de former pour détruire une nation dans le futur. Ça. Parce qu'au même moment que les enseignants du public sont en grève, ceux des privés continuent les cours. Nous avons une année scolaire de 9 mois où les autres terminent l'année, mais le public fait 4 ou 5 mois de grève et c'est 3 mois ou 4 mois, ils vont faire les cours pour faire passer les gens au même examen. Et après, on dit, nous avons sauvé l'année, il n'y aura plus de grève. Ça, là, ça sonne mal. Donc, il faut que chacun
se remettre en cause pour dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Ça. Comme l'a dit au moment où Bill Clinton était au pouvoir aux États-Unis, il dit, ne demandez pas ce que l'État peut faire pour vous. Mais dites plutôt, qu'est-ce que je peux apporter pour la construction de mon pays, pour la construction de la nation. Donc c'est quand nous voyons tout ça que nous nous sommes dit, à l'image du roi Grézo, bien sûr, l'argent trouvé, alors il faut qu'on essaye de boucher ça. Alors pour le boucher, chacun doit mettre la main dans la poche. Tout à fait. Donc c'est pourquoi nous avons demandé quand même que le gouvernement constitue encore un comité, c'est-à-dire un autre cercle de concertation qui va faire cette veille-là. Ou bien si ça peut être une proposition, un projet de loi, ou bien à l'Assemblée, si ça peut être une proposition de loi, pour que ça soit instauré, afin que nous puissions collecter ces fonds pour aider le gouvernement. Je suis entièrement d'accord avec vous par rapport à cette proposition, mais la question qui se pose aujourd'hui, et c'est sûr que les Béninois vont vous poser également cette question, c'est la gestion. Vous savez, on n'a plus confiance aux Béninois en matière d'en dessous. Vous êtes sûr que si on comptabilise et si on réunit tous ces fonds-là, vous pensez qu'il y aura une bonne gestion? C'est ça le problème dans notre pays aujourd'hui. Quand on voit un peu ce qui se passe, on reviendra tout à l'heure par rapport à l'Assemblée nationale, on n'a plus confiance tellement aux Béninois, à nos frères et sœurs. C'est ça aussi le problème. Qu'est-ce qui va se passer et comment vous allez justement remédier à ça, M. Edou? Je ne sais pas si tu veux me parler de ceux qui nous gouvernent. Quand ce que tu dis aux Béninois, c'est aux Béninois en général, ou bien tu veux me parler de ceux qui nous gouvernent? Oui, ceux qui nous gouvernent, ce sont des Béninois. Oui, de ceux qui nous gouvernent, oui. Surtout ceux qui nous gouvernent. Oui, c'est-à-dire, mais ce fonds qui sera constitué, c'est pourquoi nous avons sollicité l'appui des partenaires sociaux, c'est-à-dire des organisations qui sont incluses dans le cercle de concertation qui sera installé. C'est ça. Pour qu'il y ait un suivi. Parce que c'est la base, la population même qui veut faire face à son destin, qui dit nos enfants, parce que nous, on n'a pas de grands moyens pour envoyer nos enfants dans les cours privés. Alors, il ne faudrait pas que chaque fois, là, c'est nos enfants qui subissent des grèves. Alors, nous cotisons. Je ne crois pas que le gouvernement même, là, conscient de ça, ne pourra pas faire une mauvaise gestion de ces fonds qui seront collectés. C'est ça. Alors, devant donc cette situation de grève, c'est vrai qu'il y a le dégel. Vous avez quand même, vous savez que les parents d'élèves s'alarment. Et on a à un moment donné cru que bon, il y a donc l'année blanche, les enfants sont pris donc en otage depuis quelques mois. Alors, vous avez fait donc des propositions de sortie de crise en milieu donc éducatif, à savoir donc il faut une caisse voilà de solidarité pour sortir bien sûr donc pour aider bien sûr les enseignants et autres. Mais il n'y a pas que des enseignants, il y a aussi les autres corps. Non, mais parce qu'on a dit... Il y a aussi la justice. Oui. Non, le gouvernement, quand nous avons suivi le président de la commission mise en place, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, on dit pour faire face à cette crise, le gouvernement doit mobiliser près de 70 millions. C'est ça qui nous a donné l'idée. Ça ne fait pas seulement partie de la crise des choses. Et que les années à venir, les dispositions soient prises. Ce n'est pas parce que vous manquez aujourd'hui 10 000 francs pour payer quelque chose que vous n'avez pas l'argent. Mais parce que vous n'avez pas ça, mais votre service ici, les gens peuvent se dire, mais écoutez, si nous cotisons 500, 200 francs, donc on peut lui trouver les 10 000 là. Et là, vous faites face à votre situation. Maintenant, si nous faisons ça à l'État, il faut constituer une base. Ce n'est pas que l'argent sera cotisé chaque année, non. Mais ça permet au gouvernement de tenir compte des prévisions budgétaires pour que les années à venir, on sait que oui, en cas de crise là, nous avons ça là pour gérer cette affaire-là. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Parce que ce n'est pas bon que chaque fois on revienne sur ça. C'est pourquoi nous avons analysé la situation. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous devons parcourir. Nous sommes en train de parcourir tout le pays. Nous sommes en train de sillonner tous les ministères. Donc, toutes les communes, nous allons visiter, parler à la population pour que la population comprenne et pour que l'État puisse comprendre que effectivement c'est une situation de crise et que la population lui est venue en aide, mais qu'est-ce que lui-même il doit faire pour
prévenir ces situations-là et qu'on ne revienne plus jamais sur ces genres de crises. Il ne sert à rien de dire on a pris pas à l'autre côté, d'autres disent bon, on a négocié pour agir. Non, ça sent mal et ça sonne mal. Donc il faudrait que l'État soit responsable et dire oui, je fais face. Mais je vais souligner quelque chose parce que M. Kapsa Mampou nous disait que ce n'est pas seulement le problème d'argent. Qu'on ne les laisse pas s'exprimer. Vous savez, des fois, quand vous avez un problème, je viens vous voir et que vous me dites non, ton problème là, je connais ça, il va régler. Tu peux être frustré. Ça dit, tu dois pouvoir me laisser, je vais me vider. Je vais dire tout ce que j'ai dans mon cœur. Et là, c'est à partir de ce moment-là que tu me soulages avec tes propositions. Et là, ils sont contents. Donc, ils sont énervés également parce qu'on ne les laisse pas peut-être s'exprimer, selon ce que nous avons entendu. Et je crois que les prochaines fois, ce ne serait plus ça. Parce qu'on les a vus à la télé avant-hier, bon, tout le monde riait, ça veut dire que l'ambiance est autre que ce qui s'est passé. Tout à fait. Mais êtes-vous fier aujourd'hui de la société civile? Parce qu'on a comme l'impression que la société civile est amorphe depuis l'arrivée du président Patrice Talon. Parce qu'on a vu, on sait que les ministres Djogbenou, les députés qui ont marché dans ce pays en tant que membres de la société civile, ils sont tous aujourd'hui avec le président Patrice Talon. Pourquoi aujourd'hui on ne sent plus cette société civile, M. Edou? Merci, M. le Vigilant. Non, c'est une situation qu'il faut analyser sur plusieurs angles, ou bien qu'il faut voir autrement. C'est ça. Et c'est pourquoi dans notre déclaration de presse, nous avons dit que la situation qui prévaut, c'est que on n'a pas trouvé de tort à personne. Non. Ni le gouvernement n'a tort, ni les centrales n'ont tort, ni les causes enseignants n'ont tort. Parce que c'est une situation de mal-compréhension. Donc chacun doit faire une analyse. Et parce que nous manquons quelque chose que nous appelons l'amour. Nous ne nous aimons pas. Les gens courent derrière le matériel, le finance. Et les finances, c'est ça qui fait que il y a de ces brimades-là. On terrorise les autres parce qu'on court devant et derrière le matériel. Non, il faut que nous puissions prendre conscience que si nous nous aimons et que nous arrivons à nous pardonner, c'est que le pays va prendre. Le pays va prendre. Si aujourd'hui, parce que moi, je ne pourrais pas trop me prononcer par rapport à la société civile ou bien par rapport à la gouvernance du président Patrice Talon, parce que la dernière fois, après les 2 ans, j'ai entendu encore donnez-nous encore quelques temps. Alors, si la personne vous demande de lui donner quelques temps et que vous ne vous êtes pas manifesté, vous n'allez pas et vous n'avez pas été contre, c'est que vous avez accepté. Alors, si vous acceptez, alors on attend. Moi, je peux me prononcer en décembre pour voir. Quand il a dit d'attendre un peu, j'attends 3 mois, 4 mois pour voir si en décembre, quelque chose a commencé, quelque chose a été fait, quelque chose a démarré, pour savoir que oui, les 2 ans qui restent, là, quelque chose est clair, qu'il va atteindre ses objectifs. Mais laissez-moi vous dire également, quand nous nous rependons en plainte, quand nous nous plaignons, c'est que ça ne peut même pas marcher. J'entends des gens, on dit, nous allons diriger avec ruse, rage, médisance, ou bien, tiens, c'est méchant. Ce n'est pas des mots qu'il faut sortir. C'est-à-dire, quand le surconscient commence pas à garder ça, c'est ça qui prend le dessus. Et le diable, vous connaissez sa force. C'est ça qu'on l'appelle le prince de la terre. C'est lui qui dirige le monde. Et quand il prend ça, donc Talon ne pourra plus diriger qu'avec la ruse, la rage. Parce que nous-mêmes, nous le prononçons. Donc si nous pouvons déjà aujourd'hui arriver à commencer par nous corriger, à utiliser les mots doux, les mots humbles, l'amour, le pardon. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. C'est observer le pardon de Jésus sur la croix. Jésus est mort, mais il est parti. On a été pardonné de nos péchés. Alors pourquoi nous ne pouvons pas nous pardonner les uns les autres? C'est quand nous arrivons à nous pardonner que nous pouvons
vraiment construire le pays. C'est ça. Eh bien, c'est vrai, mais on ne dirait pas, puisque c'est vrai qu'il y a tous ceux qui soutiennent le président Patrice Talon viennent, on ne peut pas le dire la vérité par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et je rappelle que vous avez quand même soutenu le président Talon pendant la campagne électorale. On vous a vu du côté donc du Mono du Koufo, puisque vous étiez devant les militants qui ont apporté leur soutien donc au président Patrice Talon, mais c'est pas tout facile donc de dire la vérité au chef de l'État, parce que les gens estiment que on dit la vérité, on va les démettre de mesure de leur fonction. Je pense que les populations également crient et pensent quand même que rien n'est fait sur le plan social. Alors depuis 2 ans, mais le président Talon, n'est pas tout à fait d'accord, puisqu'il dit qu'en dépit de la rigueur budgétaire, le gouvernement fait du social une des priorités bien sûr de son action. Alors, il dit que plus de 160 milliards de francs CFA seront donc injectés cette année pour le social. Votre avis? D'abord, la question, je crois que tu as commencé par Oula. Les gens ne sont pas contents et que les ministres, les directeurs n'arrivent pas à dire la vérité. Les gens ont peur de perdre leur poste. Et quand ils sont devant les chefs, ils grattent la tête, oui. Mais là, on ne vous a pas nommé, on ne vous a pas appelé pour venir gratter la tête parce que vous voulez seulement avoir de l'argent, construire des maisons, avoir de belles voitures, nourrir vos familles. Non. C'est pour que vous puissiez l'aider parce que lui, il a un plan, il a des idées. Mais vous pouvez l'aider à améliorer ces idées-là. Mais si vous grattez la tête, c'est-à-dire vous ne l'aidez pas. Au contraire, c'est plutôt ces ministres-là qui engloutissent le pays, qui enfoncent le pays dans le décor. Si ceux-là arrivaient à quand même dire certaines choses au président, je crois que la population ne serait pas en train de parler. Alors, le social dont vous parlez, quand nous prenons par exemple le cas des casses au niveau, bon, c'est tous les pays, nous prenons le cas de la ville de Cotonou. Mais d'abord, la société civile avait mal géré la situation. La société civile devait passer à une négociation et non à une résistance. Ça. Quand on dit les déguerpissements commencent le 2 janvier, bon, si la société civile était allée en négociation pour dire non, votre projet démarre quand? Alors, puisqu'on a cassé les gens depuis 2 ans et les choses n'ont pas commencé. Donc si c'est dans 1 an, alors on peut demander 6 mois, on peut demander 8 mois. Ne serait que ces bonnes dames-là vont essayer d'éponger les dettes au niveau des microcrédits. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont... Beaucoup de gens qui doivent au niveau des microcrédits, qui n'arrivent plus à payer. Et c'est ça qui cause le réel problème. Quand on dit l'argent ne circule pas, c'est pas ça. C'est parce que les gens ont fait des prêts, ils ne sont plus arrivés à payer. Mais les microcrédits là, ces agents-là courent toujours derrière. C'est pourquoi on constate des cas de maladies, des morts, des suicides et autres. Parce que c'est vraiment difficile. Donc c'est ça. Mais la fin de la question là, il faut que tu me... Oui, je disais près de 160 milliards qui seront injectés cette année pour soulager un peu les peines de la population. Ça va beaucoup soulager la population. Et vous voulez dans quel secteur d'activité, surtout au niveau du social, parce qu'il ne faut pas injecter pour injecter, il faut, selon vous, puisque vous êtes toujours en contact avec la population. Voilà. Non, les bonnes dames, c'est quoi? Mais il y a ceux qui vendent seulement de la bouillie, ceux qui vendent du riz au bord de la voie, et elles ne veulent pas beaucoup. En dehors de ça, les agriculteurs, agricultrices, je ne sais pas, donc qui ont besoin d'engrais pour leur culture. Donc c'est vers ceux-là, il faut apporter cette aide pour leur permettre quand même d'acheter de l'engrais et mettre au niveau du maïs et autres, pour pouvoir vendre à paix et payer ces fonds-là. Maintenant, ceux qui font les autres activités, les autres petites activités commerciales qui leur donnent quelque chose, font quand même de petites réserves qui leur permettent quand même de rembourser ce qu'ils ont passé. Donc vous mettez l'accent beaucoup plus sur les microcrédits. C'est les microcrédits qui vont faire pour soulager ces populations-là. Là, parce que c'est les bonnes dames surtout qui ont des difficultés à élever les enfants, à envoyer les enfants. Dans les zones rurales, c'est surtout ce que nous avons. C'est les hommes, excusez-moi, se préoccupent peu de l'avenir des enfants. C'est surtout les femmes. Elles se battent pour que les enfants aillent à l'école. Et ce n'est pas facile.
C'est ça. Alors, parlons, messieurs, de la lutte contre la corruption, la fraude et l'impunité. Et le président Patrice Talon est sans pitié depuis quelques années, depuis quelques mois, puisque vous êtes beaucoup plus donc, dans le secteur de l'éducation. Alors, on a quand même appris que le gouvernement a suspendu 17 directeurs d'école parce que ces derniers ont été reconnus coupables de détournement de vivres, des sacs de riz et des bidons d'huile. Votre réaction, est-ce que c'est la misère ambiante ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Non, on doit lutter contre la corruption. Parce qu'au Bénin, là, c'est devenu chose courante et les gens ont transformé le mensonge en vérité. Puis c'est ça, on fait quoi. Et c'est bon. Donc il faut quelqu'un. Ça dit, il faut quelqu'un qui puisse vraiment pallier à ces grands désordres. Moi, j'avais eu des problèmes au niveau de la ville de Cotonou. Et moi, j'avais saisi les maires des détournements qui ont été effectués. Et les différents modes opératoires. Nous faisons en réalité des travaux à la place du gouvernement. Et vous savez, quand vous êtes une organisation et que vous voulez régner un peu dans la crédibilité, dans la transparence, il est difficile de rencontrer certaines faveurs. Mais nous savons et nous sommes conscients que nous allons faire des propositions à l'endroit du gouvernement pour qu'il puisse quand même essayer de nous venir en aide afin que nous puissions continuer notre œuvre. C'est ça. C'est ce que nous, parce que c'est le peu que nous avons que nous essayons de gérer. Donc, par exemple, des fois, c'est mon épouse qui va à Tchèque et moi, je prends l'argent pour faire les travaux de l'ONG. Oui, c'est ce qui se passe. Parce que je lui dis, écoute, on va aider les gens. Parce que moi, j'avais eu la chance, quand j'étais élève, il faut que ce soit clair. Ce n'est pas qu'il faut avoir de l'argent avant d'aider les autres. On était élèves, nous avons nos parents, mais on nous a loué ailleurs. Ailleurs, on est à quelques 15 kilomètres de chez nous. Mais nous, on avait eu la chance, on était une trentaine ou chose, de rencontrer Madame Yavine Dorothée, l'ancienne directrice de cabinet du ministre de la Santé, du ministère de la Santé, bien sûr, qui nous avait pris en charge. Et c'est elle qui nous payait les fournitures. Et quand tu tombes malade, elle te vient en aide avec des médicaments. Vous voyez? C'est une manière pour lui faire un clin d'œil. Elle n'est pas de chez nous. C'est ça. Elle est d'Agoni. Je suis d'Adja. Vous voyez un peu? Oui. Et j'ai plein de gens comme ça. Bon, le temps ne nous permet pas, sinon... Donc, ce qui veut dire, c'est sur cette base, on se dit, nous pouvons aider avec le peu que nous avons. Parce que s'il y a 1 million que je dois mobiliser et qu'il me faut plus d'1 an sans pouvoir le mobiliser, si je demande à 50 personnes de m'aider, je crois qu'en 2 jours, je peux avoir les 1 milliard. Si bien que quand les autres vont demander la mobilisation de quelque chose, moi aussi je vais intervenir. Donc, nous allons saisir le gouvernement par rapport à ça. Mais j'ai constaté que la plupart de ceux qui sont intervenus, que je remercie beaucoup, et on parlait du siège de l'Assemblée. Tout à fait. Vous voyez un peu. Maintenant, je vais aller d'abord sur le dossier de achat de motos. Oui, tout à fait. De cadre de vie. Oui. Nous avons suivi le président du FONAC qui avait parlé de ce dossier. Oui. Donc, là où ça fait très mal, quand on dit que des enquêtes ont été menées et que les enjeux du genre au niveau des ATC Beko sont à 1,375 million, voire 1,475 million, et que ces engins se vendent à 6 millions, c'est dangereux. C'est-à-dire, c'est comme si... On doit interpeller la société et les acteurs. Non, il faut même les couper la tête, parce que c'est dangereux, c'est méchant. ATC Beko à Cotonou est le plus cher. C'est la société en vente la plus chère au Bénin. Mais si ATC Beko te dit 1,375 million, vous comprenez? Ça veut dire qu'on peut avoir cet engin à moins d'1 million. Et qui est vendu à 6 millions. Le gouvernement, nous sommes conscients que le gouvernement va prendre en main ces dossiers-là pour que des sanctions tombent. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que bon, les gens viennent, ils parlent gaillardement comme si eux, ils n'ont rien à se reprocher et ils font la loi, alors qu'ils sont plongés dans tout. Et c'est ça qui est méchant. Donc c'est de l'hypocrisie. On veut tromper la vigilance du peuple. Mais aujourd'hui, le peuple est mûr.
et nous maîtrisons tout, nous comprenons tout. Donc on ne peut pas continuer à nous malmener. Et si le président a voulu faire une bataille, il faut que cette bataille soit. Mais nous voudrions également que nous, peuples, nous puissions être en éveil. Que nous ne soyons pas achetés au moment opportun, afin de continuer à crier pour que le gouvernement puisse entendre nos cris et régler les problèmes, les dossiers sur lesquels nous intervenons, ils puissent les faire sauter. Monsieur Dou, voilà, c'est la fin donc de cette émission. Vous avez quelques secondes pour votre mot de la fin. Oui, bon, quelques secondes. Je vais d'abord vous remercier et puis demander aux bonnes volontés qui peuvent nous venir en aide, que ce soit en matériel, même les ordinateurs d'occasion et autres, parce que nous faisons la formation, il faut que ces jeunes-là soient là. Nous sommes le siège au niveau du stade de l'amitié. Quand on arrive là, bon, nous avons nos contacts, donc les gens peuvent nous envoyer s'ils ont de l'argent pour nous soutenir. Parce que nous devons aller dans les autres communes maintenant, c'est des moyens. Il faut se déplacer pour même distribuer même des, comment dirais-je, des courriers dans tous les arrondissements du pays. Vous voyez, ce n'est pas facile, il faut envoyer des gens. Parce que nous voulons faire une lutte pour que toute la population soit un peu imprégnée. Je devais aller sur, tu m'excuses, sur un petit sujet là au niveau des privatisations où nous avons beaucoup parlé. Donc j'aurais souhaité, par exemple, quand on parle de la privatisation du port et autres, qu'est-ce que j'allais suggérer? Que l'opposition ou bien la société civile puisse demander au gouvernement. C'est-à-dire, comment ça s'est passé? Pour que le gouvernement puisse les expliquer. Je suppose que ce n'est pas difficile et puis on n'a rien à cacher. Si par exemple hier, le port, le gouvernement disait que c'était une mauvaise gestion où, quand on enlevait les dépenses, tout, à la fin de chaque mois, on se retrouvait peut-être à près de 100 milliards, je suppose en un mois, à 100 milliards. Et que si il a concédé ça parce que aujourd'hui, la même chose quand on va enlever toutes les dépenses, tout, on va se retrouver à 120 milliards. Donc la population va applaudir et voir qu'effectivement, il y a une amélioration par rapport à ça. Mais quand on ne communique pas autour, donc c'est ça qui amène la population à crier. Le gouvernement doit communiquer pour ce qu'il est en train de faire, parce que nous ne pouvons pas être en train de soutenir quelqu'un pour qu'il ne communique pas. Parce qu'il faut qu'il soit clair sur les actions qu'il veut faire pour la population. Et là, je vous remercie. Et par rapport aux impôts dont nous avons parlé, parce que nous avons envoyé des courriers où certains ont pensé que c'est l'ONG qui veut collecter les fonds. Ce n'est pas l'ONG qui collecte les fonds. C'est deux rubriques. Les fonds destinés à la résolution des crises, c'est avec le gouvernement. Mais quand quelqu'un voit que oui, effectivement, il peut apporter son aide à l'ONG, que lui, il se manifeste et qu'il envoie de l'argent sur nos comptes ou bien des mobile money et ainsi de suite. Donc c'est un peu ce que je veux ajouter. Je vous remercie beaucoup et je souhaite un bon dimanche à tous. Et je demande à tout le peuple de se donner en prière. C'est la prière qui nous permet d'avoir de l'amour. C'est la prière qui nous permet d'avoir le pardon et rien que le pardon. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Kassitable Stop FM, mesdames et messieurs. Merci donc à l'invité de ce numéro, M. Simon Ido, acteur de la société civile, président de l'ONG Ensemble pour le développement de l'Afrique. Merci donc d'avoir été là. On va vous retrouver donc la prochaine fois, pourquoi pas. Merci. La rediffusion donc de cette émission, c'est pour demain à 15h sur Océan FM 48.6. Rock Boton Redo et donc à la mise en onde, Semiat Yessoufou, et bien à la caméra de Océan Télévision. C'est plutôt Chris Belmoncho, voilà, donc de la rédaction pour le résumé. Léonce Adjevi du quotidien Le Matinal, tout ce beau monde. Et merci également à nos confrères de Iban FM de Parakou et qui ont suivi également cette émission en synchronisation avec les auditeurs du Septentrion devant ce micro. On m'appelle et on m'appellera toujours Hospice Renaud de Dravo. On se retrouve dimanche prochain avec le même plaisir et surtout pour le 19e numéro de votre émission Kassitable. Au revoir.